2 jours avant de mourir, un homme a envoyé un message à un collègue de bureau. « Je peux tenir avec un ramyeon par jour. Alors, est-ce que tu peux me prêter 3000 won ?» 3000 won, ça fait aux alentours de 2 euros. Et la personne qui envoie ce message à son collègue, eh bien c'est un chercheur en biologie moléculaire. Il bosse pour l'un des plus gros groupes de Corée, et ça depuis plus de 15 ans. Son salaire annuel, c'est 64 millions de won, on va dire aux alentours de 50 000 euros. Et il te demande 2 balles pour aller manger. Son pote lui vire alors la somme de 100 000 won, donc 70 euros environ, en lui disant « T'inquiète, t'as pas besoin de me rembourser, tiens, prends. » Et le gars lui renvoie 97 000 won, la différence, et garde 3 000 won juste pour acheter un ramyeon et une bouteille d'eau. 2 jours après, cet homme est retrouvé mort dans une vallée à 1 heure de Séoul. Et la personne qui a orchestré sa mort, eh bien c'est la même personne qui l'a ruiné, qui l'a vidé complètement de son argent. Mais pas que ça, de sa dignité, de sa santé mentale également. Et qui a essayé auparavant de le tuer 3 fois avant de réussir. Cette personne, c'est sa femme. Alors pour comprendre cette histoire, déjà il faut commencer par la meurtrière. Et pour comprendre cette meurtrière, il faut remonter 20 ans en arrière. En 2002, sur MBC, il y a une émission qui s'appelle Sunday Night Love House. Le principe il est simple. On rénove les maisons de familles pauvres. Et dans cet épisode-là, les téléspectateurs découvrent une gamine en CM2 qui vit seule avec ses 2 parents handicapés. La famille est au RSA coréen, et elle fait tout dans la maison. Et malgré ça, malgré une vie qui est assez compliquée pour elle, eh bien, elle garde le sourire. Elle dit même qu'elle veut pouvoir grandir rapidement pour pouvoir être plus serviable, pour aider plus de gens possible. Et surtout pour pouvoir aider les gens qui l'ont aidé. Et l'animateur, c'est Shin Dong-hyop, l'un des présentateurs les plus connus du pays. Il aide la famille et il se souvient de cette gamine. Il dira même, 20 ans plus tard, que c'était l'un des épisodes les plus marquants de sa carrière. Et cette gamine, elle s'appelle Hyunhae. Et quand tu vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas la même enfant, c'est pas la même gamine. Bon, son parcours après, c'est un catalogue le truc. Dès l'adolescence, elle tombe dans la délinquance. Vol, prostitution de mineurs. Et en 2008-2009, eh bien, cette jeune femme a une technique. Elle ramène des mecs dans des motels et elle les vole pendant qu'ils sont sous leur douche. Et elle fait ça des dizaines de fois. Et elle finit par se faire choper. Voilà, seulement elle est mineure à l'époque, donc rien de grave va lui arriver. Mais ça, c'est pas grand-chose, j'ai envie de dire, comparé à la suite. Parce que oui, il y a aussi les morts. En 2010, un de ses copains meurt dans un accident de voiture au carrefour de Sokbawi, à Incheon. Et elle était dans la voiture. Il y a même des rumeurs qui disent que elle a touché l'assurance de son ami. Et quand la police a vérifié en 2022 si c'était vraiment la vérité, si son nom était bien dans l'assurance, ça aurait pu être assez suspect, eh bien ils n'ont trouvé aucun nom lié à ce premier accident. Elle a une fille qui est née en 2011 d'un père qui, devinez quoi, est aussi décédé. Compliqué d'être son copain, cette jeune femme. En 2014, elle part à Pattaya en Thaïlande avec son nouveau compagnon. Alors ils sont fiancés, ils préparent leur mariage. En plus là, moi je suis en plein dedans en ce moment, donc autant te dire que cette histoire m'a retourné. S'il te plaît chérie, fais pas la même chose. Ils font du snorkeling ensemble. Vous savez, c'est quand c'est de la plongée, c'est pas de la plongée, c'est quand tu mets le tuba, le masque, et tu peux regarder les raies, tu peux regarder les poissons et tout. J'ai fait ça à Bali, c'est génial. Sauf que c'est un peu moins génial pour le fiancé, puisque bien il est mort. Oui, le mec se noie. Et la police thaïlandaise classe ça en accident. C'est une noyade. En gros, le mec, il avait un peu d'alcool dans le sang.
Donc voilà, ils ont conclu que c'est forcément un accident. Il n'y a aucune trace de violence, c'est pas comme si elle l'avait pris, qu'elle l'avait foutu sous l'eau, quoi. Le truc, c'est que l'assurance vie, par contre, là, elle va à la famille du défunt et non pas à Eunhae. Et vu que c'est considéré comme étant un accident, du coup, il n'y a pas vraiment de preuve de quoi que ce soit. Et quand l'affaire de Kapyeong a éclaté en 2022, c'est l'histoire d'aujourd'hui, eh bien, le grand frère du défunt qui est mort en Thaïlande noyé a témoigné en ligne. Il a dit ce que Eunhae lui avait raconté sur la mort de son frère. Et quelque chose qui cloche, ça correspondait absolument pas à la version de la police. Mais en 2014, personne fait le lien. Parce que oui, c'est juste un accident à l'étranger, voilà, dossier classé, on passe à autre chose. Ce qui fait que Eunhae, à chaque fois, elle arrive comme ça, entre chaque mec, à passer inaperçue, à toujours faire en sorte que elle ne soit jamais incriminée dans ces accidents. Et faisant comme ça, elle continue. Nous sommes maintenant en 2016. Eunhae rencontre son nouveau mec, Yoon Sang-hyuk. Alors comment ils se sont rencontrés ? C'est à ce jour pas très clair cette histoire. Yoon a dit à sa famille qu'il l'avait rencontré au boulot, qu'elle était en gros intérimaire dans son entreprise. Sauf que quand la famille creuse cette version, eh bien elle se rend compte que il n'y a pas vraiment de lien avec les collègues. Personne ne la connaît au travail. C'est qui cette meuf ? En gros, elle a jamais mis les pieds dans cette boîte. Parce que oui, il faut bien comprendre un truc avec Eunhae, c'est qu'elle a jamais vraiment eu d'emploi stable de sa vie. Yoon, lui, c'est tout l'inverse. Chercheur en biologie moléculaire, 15 ans dans la même boîte, un gros groupe coréen avec un bon salaire, une vie rangée. Et pour lui, c'était sa première véritable relation. Et en 2017, ils enregistrent leur mariage à la mairie. Et ils font pas de cérémonie. Dis-toi que la famille de Yoon, du mari, n'est même pas au courant. Et, t'es marié, c'est intéressant ça. Pour lui, c'est son premier mariage. Mais pour elle, c'est le 3e, peut-être même le 4e. Alors je dis le 4e parce que, vous allez voir, c'est 3 fois rien, vous allez rire. En 2015, pendant qu'elle sort déjà avec Yoon, eh bien, elle se marie avec un autre gars. Avec une cérémonie faite, acte signé, tout le truc quoi, tout le package. Sauf que la famille de ce marié-là flaire l'arnaque, clairement, et décide de faire annuler le mariage pour fraude. Et Yoon, il sait rien de tout ça. Il sait même pas qu'elle a été mariée avant. Il ne sait pas qu'elle a une fille d'un autre homme. Sa famille l'apprendra à l'enterrement. Et à partir de ce mariage, eh bien Yoon va commencer à couler. Déjà, ils vivent pas ensemble. Alors ça, c'est une folie. Lui, il vit à Suwon dans un banchia. Vous savez, si vous avez vu le film Parasite, voilà, c'est exactement ça. C'est un appartement, entre guillemets, en sous-sol, dans un pays comme la Corée du Sud, où on est touché par des moussons en plein été. Je vous raconte pas le merdier que c'est pour pouvoir correctement protéger ton habitat. Et elle, eh bien, elle est à Incheon. Et Yoon avait versé une caution de 140 millions de won pour un appartement censé les accueillir tous les deux. Vous savez comment ça fonctionne en Corée du Sud, il faut déposer une grosse caution pour pouvoir louer un appartement. Et le truc, c'est que sur les 140 millions, il avait emprunté 100 millions à sa famille. Et l'appartement en question, vous vous dites, mais pourquoi il vit à Suwon, sachant qu'il a un putain d'appart avec sa nouvelle femme ? C'est incroyable, pourquoi il vit pas avec elle ? Eh bien parce que dans l'appartement, c'est Eunhae qui y vit, la femme, et ses amis. Voilà. Yoon, lui, il reste dans son trou. Déjà, ne sachant que ça, en commentaire, dites-moi clairement ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez quelque chose de bizarre ou non ? Il y a aussi de l'argent qui disparaît. 210 millions de won transférés du compte de Yoon vers plusieurs comptes bancaires. On a celui de Eunhae, on a également son amant, du nom de Cho Hyun-soo, mais également du père d'Eunhae. Mais c'est une escroquerie familiale, le truc. Et elle a même transféré l'argent du gars à plein d'autres potes. Allez-y, c'est free party, quoi. Rien que sur le compte bancaire d'un seul ami de Eunhae, elle a transféré 36 millions de won sur son compte. Je sais pas si on réalise. Le salaire de Yoon, du mari, de ce pauvre mari, est transféré directement sur le compte en banque d'Eunhae. Et elle a même retiré 24 millions de won en cash dans des agences bancaires à Incheon. Donc elle l'a dépouillé. Résultat des courses, en juin 2018, le pauvre Yoon, il est à plat. Il n'a plus un rond. Il est même en procédure de réhabilitation de dette.
Il a 135 millions de won de dettes. Le mec gagnait 50 000 euros par an et il est quand même ruiné. Et pendant ce temps-là, elle le travaille au corps, mais elle le travaille au corps psychologiquement. La police a retrouvé des messages de Yoon envoyés à Cho Hyun-soo, qui est donc l'amant de sa propre femme. Oui, Yoon envoyait des messages avec le gars qui couchait avec sa femme, tranquillou. Bon, évidemment, sans savoir que c'était le cas. Du moins, je l'espère, parce que sinon, est-ce qu'il écrit dedans? Je vous assure que c'est quand même assez dérangeant, assez compliqué à lire. On sent que le mec se respecte pas. Voilà. Il est complètement en prise de sa femme. Je veux juste être respecté par Eun-nae. C'est tellement dur d'être ignoré et d'écouter des remarques humiliantes. Il y a aussi un enregistrement entre les mariés. Yoon se plaint en gros qu'elle l'a maltraité devant ses amis. Elle lui a en gros tiré les cheveux comme ça devant tous ses potes. Sa réponse, elle est lunaire. Quand je suis bourré, j'ai tendance à maltraiter les gens dont je me sens proche. C'est pas que je te manque de respect, c'est juste comme ça. Mais tu sais que je suis persuadé qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont trouver ça tout à fait normal. Hein. Mais vraiment, ils vont dire bah oui, moi aussi, quand je suis bourré, je fais des trucs des fois, c'est pas ma faute. Il faudrait les excuser limite, tu vois. Oui, mais bon, c'est toi qui as décidé de boire, t'as décidé d'être bourré en fait, tu vois. Donc si tu supportes pas l'alcool, bah tu bois pas. Ou tu restes pas en société avec les gens. Voilà, tout simplement. Tu vois, moi je sais que je supporte pas l'alcool. J'ai pas l'alcool mauvais, moi j'ai l'alcool. En gros, si je bois de l'alcool, je dors directement. Eh bien, je sais que je n'en bois pas, voilà. Pour pas niquer une soirée, quoi. Eh ben, ce qu'elle vient de faire, là, c'est quoi? On appelle ça comment? C'est du gaslighting, clairement. La meuf, elle te dit « Je te frappe quand je t'aime ». Et Yoon, lui, il y croit, hein. Il est dedans. Il est « Ah, d'accord, bah putain, tu dois beaucoup m'aimer, alors. Hein. » Ce pauvre gars, quoi. Il est isolé, il est fauché. En gros, elle est en train de lui montrer que bah, c'est ça, l'amour. Parce que je vous rappelle que c'est sa première relation. C'est ça, l'amour, voilà. C'est une femme qui te respecte pas, qui te frappe. Et il va dire ça aussi, hein. Imagine un peu le mec, un Coréen, déjà, qui va se plaindre que sa femme le frappe. On parle beaucoup de violence conjugale. Généralement, c'est le contraire. Je peux vous garantir qu'on l'écoutera pas. C'est pourtant tout aussi grave, mais on l'écoutera pas. Parce que la société, elle est faite comme ça. En gros, c'est pas possible, tu vois. Parce que l'homme, il pourrait se défendre. Une femme qui le bat, c'est pas possible. Physiquement, l'homme a forcément le dessus, je sais pas quoi. Tu vois, c'est des conneries. Tu vois, toute l'emprise psychologique qu'il peut y avoir derrière, tout ça, on s'en tape. Tu vois, à partir du moment où c'est la femme qui bat l'homme, c'est pas grave. Soit c'est pas grave, soit c'est pas possible. Déjà que ça, je trouve ça très très hypocrite. Mais alors dans un pays comme la Corée du Sud, où c'est vraiment encore plus ce patriarcat à fond, c'est même humiliant, tu vois. C'est ce côté-là d'humiliation de te faire frapper par ta femme. Et on a même retrouvé des messages qu'il s'est envoyés à lui-même. Et en vrai, ces messages, ils font de la peine. Ça fait un peu pitié, ils font vraiment de la peine. Je suis désolé envers Eun-nae, mais honnêtement, elle ne remarquera même pas que je ne suis plus là. Je ne pense pas qu'elle viendra à mon enterrement, elle est toujours occupée. Il faut que je meure pour l'assurance. J'espère que Eun-nae le saura pour récupérer l'argent. C'est agréable de se dire des choses qu'on ne peut dire à personne d'autre. Il avait aussi fait des recherches sur Internet. Comment trouver un courtier pour vendre ses organes? Il avait contacté des gens sur des forums, sur Internet. Tout ça pour leur donner son groupe sanguin. Ce mec était tellement conditionné, il était tellement pété du casque à cause de cette femme, que pour lui, la seule chose utile qu'il avait encore à faire de sa vie, eh bien, c'était d'y mettre fin. Comme ça, sa femme va pouvoir toucher l'assurance. Et il était tellement dans le brouillard qu'il n'était absolument pas au courant que c'était ça le plan depuis le début. Oui, parce que Eun-nae, elle ne se contentait pas uniquement de le voler et de le détruire. Non. Elle essayait aussi activement de mettre fin à ses jours. Et son complice, c'est Cho Hyun-soo, son amant. Un type avec 28 condamnations au casier. Sur une carte postale retrouvée chez elle, Eun-nae se décrit comme le master de Cho. En février 2019, Eun-nae décide de voyager avec son mari Yoon. Ils vont passer un petit week-end à Yangyang, dans le Gangwon-do, une région magnifique qui ressemble un peu à la Provence en France, quoi. Et il y a beaucoup de coins en fait où on peut louer des locations en amoureux, voilà, des espèces de chalets, des hôtels un peu luxueux, tout ça.
dans un cadre vraiment comme ça, c'est vraiment beau, quoi. Et pendant son séjour, ce qu'elle s'amuse à faire, c'est à mettre du poisson fougou dans sa nourriture. Du fougou, la tétrodotoxine, un des poisons les plus violents dans la nature. C'est Cho, son amant, qui a envoyé par colis les intestins du poisson. Et la police a retrouvé les messages télégrammes entre Eunhae et son amant le jour même. Je crois que cette partie, c'est GG parce qu'il n'y a pas d'œuf. Ils disent qu'on peut utiliser le sang ou d'autres parties. Yoon mange la nourriture et rien ne se passe. Mais attends, je comprends pas. Il a mangé le fougou? Mais pourquoi il va bien? Et oui, Yoon n'est pas mort à ce moment-là. Soit la dose était absolument pas suffisante pour le tuer, soit il a eu un coup de chatte pas possible. En gros, on sait pas. Et lui, il se doute de rien. Donc, elle passe au plan B. Nous sommes maintenant en mai 2019, 3 mois plus tard. Cette fois, c'est la nuit. C'est un spot de pêche dans la ville de Yongin. Et là, le plan, c'est tout simplement de le pousser dans l'eau. Parce que oui, Yoon, en fait, il sait pas nager. Donc en gros, il tombe, il coule, c'est un accident. Et elle va le faire. Eunhae pousse son mari Yoon dans la flotte. Le truc, c'est que, et là, je pense que Yoon a été béni des dieux à ce moment-là, c'est qu'il y a un témoin qui est là et qui voit Yoon en train de se noyer. Forçant donc, Eunhae et son amant, qui étaient aussi là, à le sortir de l'eau. Parce que sinon, là, le témoin, il voit que clairement, les deux personnes ne font rien et le mec il est en train de se noyer. Il y a anguille sous roche. Yoon, quand il sort de l'eau, il dit à sa femme « Je sais ce que tu as essayé de faire. » Il sait, mais il reste quand même. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus difficile à comprendre dans cette affaire, mais en même temps le plus révélateur. Il sait clairement qu'elle a essayé de le tuer, mais il s'en fout, il reste quand même. Parce qu'il est tellement détruit psychologiquement qu'il peut même plus s'imaginer partir. Sa vie est avec elle désormais. Bon, maintenant, il y a un truc qu'il faut vraiment bien comprendre. L'assurance vie de Yoon expire le 1er juillet 2019. Et Eunhae avait souscrit 4 contrats au nom de Yoon dans les mois qui ont suivi le mariage. Au total, ça faisait une coquette somme de 800 millions de won, donc 600 000 euros. Et malgré les dettes, malgré tout l'argent qui se fait faucher, qui se fait voler, le mec il peut vivre qu'avec 3000 won par jour pour juste son ramen et sa bouteille d'eau, et les primes d'assurance que tu payes par mois ont toujours, toutes, été payées en temps et en heure. Et ça jusqu'au dernier jour. Nous sommes le 30 juin. Demain, les contrats expirent. Alors, Eunhae organise une sortie en groupe à Yongso Valley, dans le comté de Gapyeong. C'est 1 heure à l'est de Séoul, c'est aussi un coin magnifique. C'est des montagnes, des rivières. Si vous aimez bien faire du hiking, voilà, faire de la randonnée, franchement, vous allez adorer cet endroit. Et ils font ça en groupe. Il y a 7 personnes au total. Donc il y a Yoon, il y a Eunhae, il y a Cho Yeon-so, encore une fois, l'amant il est toujours là, mais aussi 2 couples d'amis de Eunhae, dont un homme qui est aussi un autre amant de Eunhae, oui, elle les collectionne. Et cet homme est avec une femme, voilà, Madame Che. Et Madame Che, c'est donc une amie de Eunhae. Bon, même si Eunhae baisse son mari, voilà, mais la Corée, quoi. Et quand Madame Che rencontre Yoon pour la première fois, donc le mari, elle est stupéfaite. Parce que Eunhae avait toujours dit à tout le monde, à tous ses amis, etc., que Yoon, c'était un simple pote. Un ami proche, allez, jusque-là, on ose, on va aller jusqu'à l'ami proche. Elle ne savait absolument pas qu'ils étaient mariés. Ça annonce la couleur. La journée se passe, et vers 18h, Eunhae filme une vidéo. On y voit Cho Yeon-so, l'amant, qui s'approche de Yoon. Lui, il est accroché à une bouée dans une eau, peu profonde. Et Cho s'amuse à attraper la bouée et à la secouer dans tous les sens. Donc en fait, même si l'eau est peu profonde, quand même, et je rappelle qu'il sait pas nager, le gars. Donc clairement, il panique. Je sais pas, moi je nage, mais je nage très mal, par exemple, tu vois. J'ai beaucoup de mal à nager sur place, voilà. J'arrive à nager, mais je sais que si j'ai un seul coup de panique ou un truc comme ça, je sais que je peux couler, tu vois. Vraiment. Donc quand tu sais vraiment pas nager, vraiment, c'est la pire chose à faire, c'est ça, quoi. Le mec, il panique, il en peut plus. Il y a un autre mec du groupe qui vient qui saute dans l'eau pour aller l'aider parce que là, clairement, il est en train de se noyer. Il y a de l'eau qui rentre dans la bouée et Yoon, il est forcément tétanisé, le gars. Et tout le monde se fout de lui. C'est horrible. Je
Je sais pas pourquoi ils adorent humilier comme ça. 2 heures plus tard, aux alentours de 20h17, il fait sombre. 2 hommes du groupe montent sur une falaise au-dessus de l'eau pour pouvoir plonger. Alors le rocher fait aux alentours de 4 mètres et en dessous c'est un bassin de 3 mètres de profondeur. Et là, Eunhae dit à Yoon, écoutez bien, tous les hommes plongent et toi, tu ne vas pas y aller ? Bon bah si t'y vas pas, moi j'y vais alors. Sous-entendu, t'es une lopette, moi je suis plus un homme que toi en fait, tu vois. Alors elle fait semblant de mettre un gilet de sauvetage et elle pousse Yoon à plonger sans gilet. C'est l'amant qui plonge en premier. Une fois qu'il est en bas, il attrape une bouée et à ce moment-là, Yoon saute. Le bassin, il fait 3 mètres. Yoon ne sait pas nager. Personne ne l'aide. Il coule. Même Choi, qui est la femme trompée dans le groupe, elle dormait et elle a quand même entendu en fait un gars qui était en train de se débattre dans l'eau, voilà, des éclaboussures, tout ça, quelqu'un qui se débat quoi. Et Eunhae, elle a dit à la police comme quoi, bah non, c'est pas possible parce que c'est le mari Yoon qu'il avait simplement disparu, voilà, il avait fait aucun bruit pendant la nuit quoi. Mais l'autopsie a trouvé de l'air dans ses poumons, ce qui veut dire que bah il a essayé de remonter. Il s'est battu pour sa vie. Et Cho, l'amant, cet enfoiré, faut dire ce qui est, il était dans l'eau avec sa bouée, il était à côté de lui. Il aurait tellement pu l'aider. Il pouvait la lancer à Yoon, il pouvait même aller le sauver s'il le voulait. Il n'a rien fait. Et pendant ce temps-là, qu'il y a eu la panique, Eunhae est allé voir Madame Choi pour lui demander s'il n'y avait pas une autre bouée de sauvetage, d'aller chercher une autre bouée de sauvetage rapidement au camp pour pouvoir l'aider. Donc en gros, t'as compris, pour faire perdre du temps le plus possible afin que voilà, Yoon ait assez de temps pour se noyer. Yoon est mort à 20h24, quelques heures avant l'expiration de son assurance vie. La police de Gapyeong classe l'affaire, c'est une noyade accidentelle. Donc, dossier fermé. Voilà, un crime parfait. Enfin, ça aurait pu. Nous sommes maintenant 5 mois après la mort de Yoon et Eunhae dépose sa demande auprès de l'assurance. Je vous rappelle la somme, 800 millions de won, 600 000 euros. Mais l'assureur lui dit non, là ça pue, voilà. Un mec qui sait pas nager, qui meurt en plongeant, une femme seule bénéficiaire de 800 millions, non merci, on repassera. Et en parallèle, la sœur de Yoon, elle lâche rien aussi. Dès octobre 2019, elle contacte un détective de la brigade des crimes financiers du commissariat de Ilsan West. Et ça via un ami de la fac. Le chef de la brigade, il convoque tout le monde. Il convoque la sœur, les gens de l'assurance. Il regarde le dossier que la police de Gapyeong avait classé. Et il nous dit, de but en blanc, c'est un meurtre. Il n'en fallait pas plus. Novembre 2019, Ilsan West ouvre une réinvestigation. Et pendant ce temps-là, Eunhae fait le truc le plus débile de toute cette affaire. Elle est furieuse que l'assurance ne paie pas. Bah oui, forcément, avec tous les efforts qu'elle a mis pour pouvoir éliminer son mari, c'est un peu chiant quand même. Alors en mars 2020, elle contacte l'émission d'investigation de SBS, Unanswered Questions. C'est vraiment l'émission d'investigation la plus regardée de Corée. Généralement, quand je mets des footage, quand je mets des petites vidéos par-ci par-là pour illustrer mes vidéos, ça vient aussi de cette émission-là. Ils arrivent à faire des reconstitutions, des trucs super propres. Et ils ont pour réputation, si tu veux, de rien lâcher, quoi. Eunhae leur dit clairement « Mon mari est mort par accident, l'assurance refuse de me payer, aidez-moi à faire pression. » Elle pensait que l'émission allait sincèrement forcer l'assureur à cracher. Sauf que les journalistes de SBS, ils sont pas là pour ça à la base. Eux, ils creusent. Ils sont là pour faire leur travail de journaliste. Ils creusent. D'accord ? Ton histoire, elle pue déjà, Eunhae. Donc, à force de creuser, tout commence à remonter. Et octobre 2020, le premier épisode sort. Le dernier plongeon. Le mystère de la noyade dans la vallée de Gapyeong. Et l'émission, elle balance tout ce que la famille du défunt mari Yoon soupçonnait déjà. Yoon ruiné alors déjà qu'il gagnait bien sa vie. Sa femme qui ne vivait absolument pas avec lui. Je veux dire, c'est peut-être que vous pouvez vous dire, en France, ça peut peut-être arriver ce genre de situation qu'on vit pas ensemble, etc. En Corée, non.
Voilà, c'est rare, c'est d'une rareté que t'es marié, tu viens avec ta femme en fait. Voilà, tu vis avec, c'est comme ça. Quand un couple vit séparément, c'est que il y a forcément quelque chose qui fait que, par exemple, le mari doit travailler dans une autre ville à ce moment-là, donc il y a un logement à côté, d'accord. Mais un couple marié, dans leur situation, c'est pas normal qu'ils vivent séparément. Mais aussi l'amant, dans le groupe de la sortie, il y a son putain d'amant qui était, 2 amants qui étaient là. L'historique de la femme, de Eunhye, elle a eu, je rappelle qu'elle a été mariée 3 fois, même 4. L'adoption de la fille d'Eunhye, oui, parce qu'elle a été adoptée, sans que sa famille soit au courant. L'appartement aussi, 140 millions de won, je rappelle, la caution quand même. Alors que c'est même pas le mari qui vit dedans, c'est les amis de Eunhye qui vivent dedans. Ça devait être un bésodrome, ce truc. Aussi, aucun membre de la famille de Eunhye n'est venu à l'enterrement, même pas sa propre fille. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui puent. Et l'émission a tout mis en avant. Alors tout s'accélère. Décembre 2020, l'affaire passe au parquet de Goyang, puis est transférée au parquet d'Incheon. Et les procureurs d'Incheon, eux, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'a fait la police. Eux, ils fouillent les téléphones. Ils restaurent même des messages télégrammes supprimés. Par exemple, ceux sur le poisson, le fugu, tu sais, la première tentative de meurtre. Ils retracent les comptes, ils interrogent une 30aine de personnes, ils retournent sur les lieux du crime. Et là, on se rend compte qu'il y a un puzzle, tu vois, qui se met en place. Et oui, première étape, tentative au fugu. Deuxième étape, le spot de pêche, où il y a eu une première tentative de noyade. Et enfin, la vallée. Alors le 13 décembre 2021, Eunhye et son amant sont convoqués pour un interrogatoire au parquet. Le 14, le lendemain, ils ont disparu. Oui, du 14 décembre 2021 au 16 avril 2022, le couple illégitime sont en cavale. Le parquet sort une 50aine de mandats. Arrestation, écoute, compte bancaire, appli de livraison, des équipes qui quadrillent le pays. Mais les deux sont aidés par des complices. Alors, ils ne laissent aucune trace derrière eux. Et le 30 mars 2022, le parquet d'Incheon prend une décision qu'elle prend rarement. Il publie les noms, les âges et les photos des 2 suspects. En gros, un avis de recherche national. L'internet coréen explose. En quelques heures, des gens font le rapprochement avec l'émission Love House de 2002. Oui, l'émission que je vous racontais en introduction. La petite fille dévouée qui rêvait d'aider les autres. Aujourd'hui, cette petite fille, elle est suspectée de meurtre. Shin Dong-hyop, l'animateur, réagit. Et il est sous le choc. Il se souvient parfaitement d'elle. Il avait même aidé sa famille. Il dit que c'était un des épisodes les plus touchants de sa carrière. Alors voilà, maintenant, voir cette gamine-là recherchée pour meurtre. Et le 16 avril 2022, ils sont retrouvés dans un office-tel à Goyang, au nord de Séoul. C'est le père d'Eunhye, qui est lui-même policier. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Qui appelle ses collègues pour dire que sa fille souhaiterait se rendre. Et il donne l'adresse. Sauf que Eunhye, elle avait filé la bonne adresse, mais elle avait filé un faux numéro d'appartement. Elle essayait encore de gagner du temps, si tu veux. Et elle renvoie Cho, son amant, se faire arrêter dans le couloir, pendant que elle est encore à l'intérieur. Et d'après les voisins et les gérants de l'immeuble, c'était un couple qu'on voyait jamais. Et en gros, ils sortaient jamais de leur chambre, quoi. Et ils commandaient à manger sur des applis de livraison, comme Coupang Eats, Bedal et Minjok, tout ça, en payant cash. Et c'est comme ça qu'on les a retrouvés. Le procès s'ouvre en mai 2022. Et là, on apprend encore des trucs. Le parquet retient pas le meurtre par omission, non, c'est meurtre tout court. Forcer un homme qui sait pas nager à plonger dans 3 mètres d'eau, c'est pas un oubli de secours là. Clairement, c'est un acte meurtrier. On savait très bien ce qui allait se passer. Puis les 2 tentatives de meurtre précédentes, puis la fraude à l'assurance. Voilà, tout se goupille bien, quoi. Une criminologue, la professeure Lee Sung-jong de l'université de Kyonggi, lui fait passer un test de psychopathie. Et le seuil en Corée, c'est 25. Dans les pays anglophones, c'est 30. Elle a eu 31. Un score maximal dans 2 catégories, dont les traits antisociaux. La criminologue dit au tribunal qu'Eunhye avait établi une relation d'exploitation totale avec Yoon. Que Yoon était en réalité dans un état de panique mentale permanent, qu'il pouvait même plus imaginer appeler sa sœur ou aller voir la police.
le pauvre Yoon était complètement sous emprise et enfermé. Un profiler l'a même décrite en fait comme une psychopathe à but lucratif. Pas de colère, pas de rage, non, absolument pas, d'une froideur, juste du calcul froid. Un tableau Excel, la meuf. Elle décidait, elle choisissait elle-même avec qui elle ressentirait de l'empathie et avec qui elle n'en ressentirait pas. On apprend aussi qu'elle claquait plus de 2 millions de won de taxi avec la carte de Yoon. 2 millions de won de taxi, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ça fait 1500 € de taxi par mois. C'est pas cher les taxis, d'accord. Peut-être que vous vous dites comme en France, ouais mais bon ça peut monter cher. Non, franchement les taxis en Corée c'est rien, c'est vraiment pas cher du tout. Pour monter jusqu'à 2 millions, faut vraiment y aller quoi. Et Eunhae au tribunal, eh bien elle nie absolument tout. Je ne peux pas dire que je l'aimais, mais je ne l'ai jamais tué. Le 27 octobre 2022, le verdict. Eunhae, elle prend perpétuité. Son amant Choi Yeon-soo, 30 ans. Et les deux porteront un bracelet électronique pendant 20 ans après leur sortie. Alors, je sais que ça peut vous paraître bizarre, j'ai eu la même remarque en commentaire sur la vidéo de Kim Han-eul, où la meurtrière a pris perpétuité aussi, mais là, le fait qu'elle soit aussi avec un bracelet électronique après sa sortie, vous vous êtes posé la question, mais comment c'est possible qu'elle puisse sortir si elle prend perpétuité? Alors, la vraie perpétuité en Corée du Sud n'existe pas. Voilà, vous sortez à un moment donné. Donc c'est pour ça que c'est assez hypocrite au final. Quand on parlait de la peine de mort, par exemple, quand il y a quelque chose de vraiment très très grave qui a été fait, prendre perpète, en fait, ça n'existe pas. À un moment donné, tu pourras très bien sortir pour bonne conduite, pour n'importe quoi. Je vous rappelle par exemple que Park Geun-hye avait pris 35 ans, tu vois, je crois 37 ans, 35 ans de prison. Elle est sortie au bout de quelques années, quoi. Voilà, c'est des peines réductibles à fond. Tu verras aussi que l'ex-président qui a pris aussi perpétuité, lui aussi sortira d'ici quelques années. Le tribunal des affaires familiales d'Incheon annule le mariage en 2023. Le juge dit qu'Eunhae n'a jamais eu l'intention d'être dans un couple. C'était juste un montage pour exploiter ce pauvre Yoon. Et le 21 septembre 2023, la Cour suprême confirme tout. C'est terminé. Il y a une question qui revient tout le temps sur les forums coréens quand les gens parlent de cette affaire. Comment un mec éduqué, avec un bon boulot, a pu tomber dans une escroquerie pareille? Et je pense que, en réalité, c'est pas la bonne question. Parce que la manipulation, ça cible pas forcément genre les gens bêtes, tu vois, les gens sans éducation, les gens... Non, absolument pas. Ça cible essentiellement les gens qui aiment, les gens qui veulent que ça marche, les gens qui pensent que si ils donnent encore un petit peu plus, s'ils acceptent encore un petit truc, eh ben ça va s'arranger. Yoon s'envoyait des messages à lui-même parce qu'il avait personne à qui parler de tout ça. Il cherchait à vendre ses propres organes pour donner de l'argent à une femme qui vivait avec d'autres mecs dans l'appart qu'il avait payé de sa poche. Mais vous vous rendez compte un peu? Il demandait 2 € à son collègue pour manger des ramyeon pendant que sa femme dépensait 2 millions par mois en taxi. Et personne autour de lui n'a rien vu. Ou alors, personne n'a agi. Et c'est ça le vrai sujet en vrai, c'est pas le crime parfait d'une psychopathe, tu vois. Non, c'est plus un homme seul qui ne savait pas à qui demander de l'aide, qui pensait que mourir pour l'assurance, bah, c'était le dernier truc utile qu'il pouvait faire de sa vie, quoi. Les 800 millions de won n'ont jamais été envoyés à qui que ce soit. L'assureur a complètement refusé. Et comme Eunhae était la seule bénéficiaire, et surtout que le mariage a été annulé, eh bien, la famille de Yoon ne peut elle aussi à rien récupérer. Donc toutes les primes qu'il avait payées pendant plus de 2 ans, eh bien tout ça, c'est perdu. Voilà pour cette histoire. Sachez que cet épisode est aussi disponible en version podcast. Oui, j'ai ouvert un podcast, ça y est. C'est en description, c'est le premier lien en description. Et si tu as envie de continuer le true crime avec moi, sache que j'ai couvert une autre affaire coréenne. Kim Han-eul, 7 ans, poignardé dans son école primaire à Daejeon par son enseignante. Alors c'est un tout autre registre, mais je vous assure que c'est tout aussi dur. La vidéo est juste là, n'hésite surtout pas à la regarder. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici je décrypte la société coréenne, et plus récemment via le true crime. Et je vous parle généralement d'affaires que pas beaucoup de gens couvrent, surtout en français. Un abonnement, ça prend 2 secondes, et ça m'aide à faire grandir tout ça. On se retrouve pour la prochaine affaire Red Rom, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé.